Dans un appartement parisien, Julien rentra chez lui après une longue journée de travail. L'air était empli des arômes réconfortants d'une soupe mijotée, le plat favori de sa femme, Camille. Bien que son répertoire culinaire ne soit pas très vaste, son potage aux légumes, agrémenté d'herbes fraîches, était un délice qui l'attendait avec impatience. En entrant, il songea à plaisanter sur le dîner, demandant si le plat principal serait un couscous, suivi d'une compote de fruits pour le dessert. Mais en voyant le sourire triste de Camille, il s'arrêta net. Julien n'aimait pas aborder les problèmes dès son arrivée. Il se débarrassa de ses chaussures trempées, maudissant l'hiver qui venait à peine de commencer, alors que la neige s'accumulait déjà. Il se lava les mains dans l'eau chaude, puis se dirigea vers la cuisine. Camille était là, coupant du pain en silence. Même son dos trahissait son inquiétude. Julien, bien qu'il ne soit pas un homme indifférent, hésita un instant avant de demander « Camille, tu sembles préoccupée. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sans répondre, Camille se dirigea vers le couloir et revint avec ses bottes d'hiver à la main. « Regarde, mes bottes sont fichues, Julien. Elles se sont déchirées à cause du froid. Le cordonnier m'a dit qu'elles étaient irrécupérables. Je sais que ce n'était pas prévu dans notre budget ce mois-ci, mais comment vais-je faire pour sortir? Je me sens presque pieds nus dans le froid. » Julien, en entendant cela, se renfrogna. Il détestait quand Camille se plaignait et demandait de l'argent. N'était-il pas déjà généreux avec ce qu'il pouvait lui donner pour les dépenses ménagères? Il se mit à réfléchir à la situation, agacé. « Écoute, ma chère, je ne peux pas croire que tu n'aies pas de scrupules. Le mois dernier, nous avons acheté une veste légère pour l'automne. Avant cela, c'était des baskets et un survêtement. Quand as-tu décidé de courir le matin pour ta santé? Je ne suis pas un génie qui exauce des vœux. Si tu as besoin de bottes, trouve un deuxième emploi et achète-les. » Il ajouta, avec une pointe de sarcasme, « Il y a un vieux proverbe qui dit que les bottes peuvent grincer, mais ça ne fait pas bouillir l'eau dans la casserole. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur les courses. Alors, mets des journaux entre tes pieds et les bottes. Ne fais pas la fine bouche. » Satisfait de son discours, il repoussa son assiette de soupe fumante et se mit à manger avec appétit. Après tout, il travaillait dur à l'usine toute la journée. Camille, quant à elle, semblait avoir des aspirations de mode, ce qu'il n'avait jamais promis. Il se rappela alors que Camille avait une profession peu commune. Elle chantait dans un chœur d'église. Elle avait essayé de lui expliquer à plusieurs reprises que ce n'était pas comme chanter sur une scène de concert. Leur chœur avait pour mission d'aider les fidèles à se connecter à leur foi à travers la musique sacrée. Camille avait commencé à chanter dans l'église dès son enfance. Sa mère, fervente croyante, passait des journées entières dans des lieux de culte, emmenant sa fille avec elle lors de pèlerinages. Camille avait un talent naturel pour le chant, et à 15 ans, elle maîtrisait déjà parfaitement le chant liturgique. Un jour, un prêtre l'avait remarqué et l'avait présenté au chef de chœur, qui avait pris soin de l'enseigner avec passion. Pour Julien, les subtilités du chant sacré étaient un mystère. Il savait seulement que sa femme chantait dans la plus grande église de leur ville et qu'elle était rémunérée pour cela. Parfois, elle était même invitée à des cérémonies dans des paroisses plus modestes, ce qui lui rapportait un peu d'argent supplémentaire. Il savait que Camille n'était pas aussi dévote que sa mère, mais il était reconnaissant envers son mentor qui l'avait soutenu après la perte de sa mère, emportée trop tôt par la maladie. Camille avait longtemps ressenti de la colère envers Dieu, se demandant pourquoi elle devait endurer une telle épreuve. Son père spirituel l'avait réconfortée, lui disant que Dieu ne donne jamais plus d'épreuves que ce que l'on peut supporter. Sa mère, une des plus dévouées de la paroisse, avait souffert de douleurs insupportables avant de partir. Camille avait alors été placée sous la tutelle du chef de chœur, qui l'avait accueillie chez lui avec sa femme et leurs enfants. Les 5 années suivantes avaient été consacrées au travail, aux responsabilités et au chant.
Elle avait appris à gérer un foyer aux côtés de la femme du chef de chœur, ce qu'elle n'avait pas eu l'occasion de faire avec sa mère. Ensemble, elles avaient voyagé dans des lieux saints à travers le monde. À 14 ans, Camille avait visité l'église de la Nativité à Bethléem, fascinée par la petite porte qui obligeait les gens à s'incliner en entrant. Sa mère lui avait expliqué que c'était pour rappeler à chacun de se souvenir de la grandeur de Dieu. Camille se souvenait des pèlerins qui laissaient leurs bijoux et offrandes devant les icônes, et des visages des gens, tour à tour pensifs, tristes ou joyeux. Sa mère lui avait murmuré, « Regarde, ma chérie, certains portent de lourds crucifix ornés de diamants, tandis que d'autres viennent avec de simples croix en bois. Tous se prosternent devant Dieu. » Elle avait aussi été emportée par l'idée de visiter Jérusalem, le Saint-Sépulcre, où le feu sacré descendait chaque année. Sa mère lui avait dit qu'elles avaient été choisies par un fonds de bienfaisance pour ce voyage. Camille n'avait jamais été aussi reconnaissante, même si elle ne partageait pas la même foi que sa mère. Elle respectait Dieu, surtout lorsqu'elle chantait, mais elle ne se sentait pas aussi dévouée. Elle avait souvent pensé à son enfance, à leur appartement qui ressemblait plus à une chambre d'étudiant qu'à un foyer chaleureux. Après son mariage avec Julien, elle avait loué leur ancien appartement à une jeune famille, qui avait su redonner vie à cet espace. Quand Camille y retournait pour récupérer le loyer, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine joie en voyant le bonheur qui régnait dans ce lieu. Quant à Julien, leur rencontre avait été rapide, presque inattendue. Son cœur solitaire avait été attiré par le premier homme qui lui avait montré de l'attention. Julien travaillait dans un atelier de mécanique et était venu en ville pour rendre visite à sa grand-mère après son service militaire. Il avait rencontré Camille lors de la fête de Pâques, alors qu'il aidait sa grand-mère à porter des plats à l'église. Ce jour-là, Camille s'affairait autour de sa mère, impatiente de célébrer la fin du jeûne. Pâques était tardive cette année-là, au mois de mai, et les cerisiers étaient en fleurs. L'atmosphère était joyeuse, et Camille chercha un homme costaud pour l'aider à disposer les tables pour le repas festif. Elle tomba sur Julien, et en quelques minutes, ils portaient ensemble des tables en bois, discutant joyeusement. Julien lui confia qu'il était arrivé tôt avec sa grand-mère pour la messe de Pâques et qu'il avait hâte de terminer les préparatifs. Il avoua qu'il ne respectait pas le jeûne, car il avait besoin de viande pour travailler. Ils continuèrent à discuter, découvrant qu'ils appréciaient la compagnie de l'autre. Julien fut surpris d'apprendre que Camille chantait dans un chœur d'église et était rémunérée pour cela. Ils commencèrent à se fréquenter, se promenant dans les parcs, allant au cinéma, et partageant des glaces. Leur amitié se transforma rapidement en quelque chose de plus profond, mais ils ne savaient pas encore à quel point leur vie allait changer. Svetlana se tenait devant la fenêtre de son petit appartement à Lyon, observant la rue animée en contrebas. Les enfants jouaient, les couples se promenaient main dans la main, et elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine mélancolie. Elle se remémorait ses rendez-vous avec Serge, bien que ceux-ci aient été interrompus par une tragédie inattendue. La grand-mère de Serge avait subi un AVC brutal un matin, alors qu'elle s'était levée précipitamment pour aller aux toilettes. Les médecins avaient diagnostiqué des lésions cérébrales irréversibles et avaient annoncé que sa fin n'était qu'une question de temps. Les parents de Serge, loin de lui apporter du soutien, avaient déclaré qu'ils ne pouvaient rien faire pour une malade. Sa mère, avec une froideur déconcertante, avait suggéré à Serge de faire venir Svetlana pour s'occuper de sa grand-mère, arguant que cela serait un bon acte pour la jeune femme. C'est ainsi que Svetlana et Serge se retrouvèrent sous le même toit, non pas par un amour flamboyant, mais par nécessité. Svetlana, avec ses compétences en soins, devenait la parfaite aide-soignante. Elle administrait des injections, changeait les draps, et s'occupait de nourrir la vieille dame. Serge était souvent émerveillé par la dextérité de sa compagne. Au fil des semaines, une proximité s'était installée entre eux, bien que ce ne fût pas un amour romantique. Ils avaient convenu de se marier dès que la situation avec la grand-mère serait plus claire. Cependant,
la grand-mère restait dans un état de semi-conscience, oscillant entre la vie et la mort. Un jour, dans un accès de frustration, Serge avait crié sur elle, lui demandant de partir, de ne plus souffrir. Svetlana, horrifiée, l'avait réprimandée. « Comment peux-tu dire cela ? » Elle t'entend et comprend, même si elle ne peut pas répondre. Serge, pris de panique, avait répliqué avec amertume, « Mais elle n'est plus là, Svetlana. C'est un légume. » Ces mots avaient laissé une empreinte dans le cœur de Svetlana, qui craignait que sa grand-mère n'ait entendu cette déclaration cruelle. 2 semaines plus tard, la vieille dame s'éteignit. En fouillant dans les affaires de la défunte, ils trouvèrent un acte de donation de son appartement au nom de Serge. Il avait souri, pensant à la vie qui les attendait. « Nous allons nous marier, Svetlana. Tu auras ta propre place ici, au lieu de vivre dans cette petite chambre. » Ils célébrèrent un mariage simple, avec la famille de Serge, qui accueillit Svetlana avec une froideur palpable. Sa belle-mère la remercia à peine pour les soins apportés à sa mère, et Serge se sentit mal à l'aise face à cette situation. Les jours passèrent, et Svetlana continua de servir à l'église, chantant avec émotion. Elle aspirait à fonder une famille, mais Serge, pragmatique, était réticent. « Un enfant ? Tu veux encore un autre fardeau sur mes épaules ? » Svetlana, déçue, se concentrait sur son travail à l'église, où elle nourrissait les enfants pauvres qui venaient mendier. Elle connaissait leur visage, leur détresse, et chaque jour, elle leur apportait du pain frais de la boulangerie de l'église. Un jour, elle remarqua un jeune garçon, d'environ 10 ans, qui se distinguait par sa propreté et sa politesse. Il venait avec une petite banquette, tendant la main pour demander de l'aide. « Donnez pour un homme en difficulté, » disait-il d'une voix claire. Svetlana, touchée par son attitude, lui donnait souvent des friandises. Elle avait même entendu une dame lui dire « merci » en français, et le garçon avait répondu avec une phrase complète dans la même langue, ce qui l'avait surprise. Elle décida de suivre ce garçon pour découvrir d'où il venait. Peu après, le régent du cœur tomba malade et fut hospitalisé. En rendant visite à ce dernier, Svetlana aperçut le jeune garçon dans la cour de l'hôpital, traînant un sac. Elle voulut l'interpeller, mais une infirmière l'arrêta. « Que fais-tu ici, ma belle ? L'entrée est interdite aux étrangers. » Svetlana expliqua qu'elle connaissait le garçon. « Ah, c'est Ivan, » répondit l'infirmière. « Il aide les filles avec le linge. Son père est très malade. » Svetlana, intriguée, demanda des détails. L'infirmière lui expliqua que le père d'Ivan, un sapiteur, avait eu un accident tragique au travail, perdant ses 2 bras. Sa femme l'avait quitté, ne supportant pas la situation. En écoutant cette histoire, le cœur de Svetlana se serra. Elle comprit enfin pourquoi Ivan était si propre et bien soigné. Après avoir remercié l'infirmière, Svetlana se rendit dans la chambre du régent pour lui apporter des provisions. Elle garda les informations sur Ivan pour elle-même, décidant de rencontrer son père d'abord, avant de réfléchir à la manière de les aider. Ce jour-là, Serge, d'une manière inattendue, fut particulièrement attentionné envers elle. Il lui demanda si elle souhaitait un cadeau. Svetlana, profitant de cette occasion, exprima son désir de commencer à courir le matin. Elle avait besoin de vêtements appropriés. Serge, surpris, accepta de l'accompagner au marché local. Ils trouvèrent un ensemble de sports à un prix raisonnable, et Svetlana se sentit heureuse. Elle commença à apporter des douceurs à Ivan, lui donnant des pains et des morceaux de fromage, tout en attendant le moment propice pour rencontrer son père. Les jours passèrent, et finalement, le régent fut libéré de l'hôpital. Svetlana se sentait prête à affronter cette nouvelle étape, espérant pouvoir aider Ivan et son père à surmonter leurs épreuves. Svetlana se tenait devant l'hôpital, son cœur battant la chamade. Elle avait entendu des rumeurs dans les couloirs, des murmures sur la femme d'Alexandre qui aurait signé des papiers pour abandonner son fils.
Le directeur de l'hôpital, inquiet pour la sécurité d'Ivan, faisait tout pour cacher la situation. Les péchés humains étaient lourds à porter, et Svetlana ne pouvait s'empêcher de ressentir de la peine en voyant Ivan, ce jeune homme si beau et fort, lutter pour ramener son père à la vie. « Que fais-tu ici, ma belle ? L'entrée est interdite aux étrangers. » L'infirmière l'interpella, mais Svetlana expliqua qu'elle connaissait Ivan. « Ah, c'est lui, » répondit l'infirmière. « Il aide les filles avec le linge. Son père est très malade. » Intriguée, Svetlana demanda des détails. Elle apprit que le père d'Ivan, un ouvrier, avait eu un accident tragique, perdant ses 2 bras. Sa femme, incapable de supporter cette épreuve, l'avait quitté. En entendant cette histoire, le cœur de Svetlana se serra. Elle comprit enfin pourquoi Ivan était si bien soigné. Après avoir remercié l'infirmière, Svetlana se dirigea vers la chambre d'Alexandre pour lui apporter des provisions. Elle garda les informations sur Ivan pour elle-même, décidant d'abord de rencontrer son père avant de réfléchir à la manière de les aider. Ce jour-là, Serge, son mari, fut particulièrement attentionné envers elle. Il lui demanda si elle souhaitait un cadeau. Profitant de l'occasion, Svetlana exprima son désir de commencer à courir le matin, ayant besoin de vêtements appropriés. Serge, surpris, accepta de l'accompagner au marché local. Ils trouvèrent un ensemble de sport à un prix raisonnable, et Svetlana se sentit heureuse. Le lendemain matin, après avoir dit au revoir à Serge, Svetlana enfila son nouveau survêtement et se dirigea vers l'église. Ce jour-là, il n'y avait qu'un service du soir, et le prêtre, souffrant de douleurs au dos, avait laissé un diacre s'occuper des affaires de la paroisse. Svetlana salua tout le monde et chercha Ivan, qui venait souvent se réchauffer à l'intérieur. Elle le trouva en train de manger un morceau de pain, accompagné d'une tasse de thé que lui avait offert le diacre. « Ivan, » s'exclama-t-elle en courant vers lui, « nous allons voir ton père à l'hôpital. Tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit ici. J'ai préparé un bon bouillon de poulet, des cuisses rôties, de la purée de pommes de terre et un compote de fruits secs. Ton père n'a pas mangé de repas fait maison depuis longtemps. Il y en aura aussi pour toi. » Ivan, perplexe, la regarda. « Pourquoi faites-vous tout cela ? » demanda-t-il. « Vous vous souciez des pauvres, mais cela ne durera pas, et la douleur restera. Peut-être qu'il vaudrait mieux ne rien commencer ?» Svetlana, déterminée, ne se laissa pas décourager. « Arrête de penser si mal des gens. Tu te comportes comme un vieux grincheux. Ta vie et celle de ton père vont changer à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas encore comment, mais je ferai tout pour vous aider. » Ivan était effectivement un jeune homme d'une beauté saisissante, avec des cheveux en désordre et des yeux pleins de douleur. « Qui est cette femme ? » demanda Alexandre, surpris de voir Svetlana entrer dans sa chambre. « C'est quelqu'un d'un organisme de bienfaisance, » répondit Ivan. Sur le chemin de l'hôpital, Svetlana et Ivan discutèrent, Ivan restant silencieux, inquiet de la réaction de son père à l'apparition de cet inconnu. À leur arrivée, Alexandre, visiblement tendu, leur lança « Vous devriez partir. Ce n'est pas un cirque ici. Vous vous êtes trompé de chambre. » Svetlana, avec un geste apaisant, interrompit son flot de paroles. « Je ne suis pas ici par hasard. J'aime beaucoup votre fils. Nous avons même un peu sympathisé, et il m'a dit que vous étiez à l'hôpital. Je ne suis pas venue pour vous faire pitié. Je voulais simplement rencontrer un homme fort qui traverse une épreuve, et j'ai eu envie de le nourrir comme à la maison. Que pouvons-nous, les femmes, faire d'autre ? » Alexandre, perplexe, ne comprenait pas, quelle nourriture ? Quelles manies étranges ? Mais Svetlana ne se laissa pas décourager. Elle sortit ses plats, dévoilant les arômes de poulet rôti et de compote. Ivan, tout excité, se précipita vers la table de nuit pour chercher des assiettes et des couverts. « Je ne vais pas manger avec vous aujourd'hui, » annonça Svetlana.
Tu as bien fait de prendre 2 ensembles de couverts. Alexandre, déconcerté, pensa à sa femme qui avait cessé de lui apporter à manger, dégoûté par son état. Je ne veux pas te mentir, Sacha. Vivre avec un homme handicapé est au-dessus de mes forces. Je ne pourrai jamais t'accepter tel que tu es. C'est une décision réfléchie. Un autre homme s'intéresse à moi, et je vais pouvoir répondre à ses sentiments. Pardonne-moi si tu le peux, et laisse-moi partir. Je n'ai rien contre le fait que notre fils reste avec toi. Tu ne seras pas seul. Ce dialogue se déroula sans témoin. Yvan, encore à l'école, avait vu sa mère, professeure de français, rêver de Paris. Elle était romantique, un peu éloignée des réalités de la vie quotidienne, et travaillait parfois comme traductrice. Elle imaginait sa vie autrement, avec des cafés parisiens et des croissants. La profession d'Alexandre lui semblait bruyante et dangereuse. « Je ne peux pas t'imaginer dans toute cette saleté et ces débris, disait-elle. Alexandre avait été blessé lors d'un déplacement professionnel, et la famille avait caché la tragédie pendant plusieurs jours. Ils avaient attendu pour annoncer la terrible nouvelle, car Alexandre n'appelait pas souvent chez lui. Après 13 ans de mariage, personne ne s'attendait à ce qu'elle parte ainsi, fermant la porte derrière elle. Svetlana, déterminée, s'assit près du lit d'Alexandre, prête à le nourrir. Elle sortit un bavoir d'enfant, ce qui fit écarquiller les yeux d'Alexandre. Mais elle ne pouvait pas être arrêtée. Elle lui fit boire le bouillon, puis lui donna de la purée et des morceaux de poulet. Alexandre, épuisé, ne pouvait plus résister à son élan. Après le repas, Svetlana prépara des portions pour Yvan. Demain, il y aura du bortsch et du pilaf. J'ai fait assez de compote pour plusieurs jours. Et toi, Yvan, nous nous retrouverons à notre endroit. Je t'y attendrai. Quand elle disparut presque comme une ombre, Alexandre soupira. Il ne s'attendait pas à un tel miracle sous la forme d'une femme en survêtement, chargée de plats. Yvan, assis près de la fenêtre, mangeait avec avidité. Il pensa aux princesses et aux fées, et se dit qu'il avait rencontré une fée venue d'un conte de fées, où l'on faisait frémir le poulet et écrasait les pommes de terre avec du beurre. « Où as-tu rencontré cette femme ?» demanda Alexandre à Yvan, qui ne révéla pas ses visites à l'église pour demander de l'aide. « J'y suis allé pour prier pour ta santé. C'est la sœur qui m'a conseillé de le faire. Elle a dit que cela t'aiderait à guérir plus vite. » Svetlana rentra chez elle, heureuse. Alexandre ne l'avait pas chassée, il avait accepté de goûter à sa cuisine, et il ne lui avait pas dit de ne pas s'immiscer dans sa vie. Elle souhaitait maintenant faire de son jogging quotidien une routine. Elle ne comptait pas partager ses projets de bienfaisance avec Serge. Cela ne lui coûterait rien de partager un plat de bortsch avec un homme dans le besoin. Elle avait économisé pour de nouvelles bottes à la mode, mais pouvait se passer de chaussures chères. Elle savait ce que c'était que de se sentir perdue et seule. La perte de sa mère avait été un moment terrible pour elle. Sans l'aide de personnes bienveillantes, elle n'aurait pas pu s'en sortir. Elle sentait que c'était maintenant son tour de partager chaleur et bonté avec ceux qui en avaient besoin. Les visites de Svetlana à l'hôpital devinrent régulières. Elle réussit même à convaincre Yvan de retourner à l'école, lui assurant qu'il n'y avait aucune crainte d'être séparé de son père. Ils avaient appris à se parler de tout. Alexandre lui raconta son dernier échange avec sa femme, tandis que Svetlana partageait sa propre douleur, expliquant qu'elle s'était mariée par solitude, que son mari désapprouvait son travail et ne voulait pas d'enfant. Elle rêvait d'être mère, de prendre soin de quelqu'un. Ils étaient devenus de bons amis. Alexandre, revigoré, accepta d'explorer les options de prothèse après sa sortie de l'hôpital. Svetlana, pour la première fois, était amoureuse, peu importe que son prince charmant ne soit pas celui qu'elle avait imaginé. Elle avait trouvé l'homme qu'elle cherchait. La neige recouvrait doucement les rues de Lyon, transformant la ville en un paysage féerique. Svetlana, vêtue de son éternel survêtement,
se sentait à la fois légère et préoccupée. Elle avait passé le dernier mois à s'occuper d'Alexandre, à l'hôpital, et leur amitié s'était intensifiée. Elle ne cherchait pas à séduire Alexandre, mais chaque moment passé avec lui était précieux. Ils plaisantaient ensemble, partageant des rires autour de ses plats faits maison, et Svetlana ne pouvait s'empêcher de ressentir une affection grandissante pour cet homme dont la vie avait été bouleversée par un accident. Un jour, alors qu'elle préparait des pelmenies dans la cuisine de l'hôpital, Ivan, le fils d'Alexandre, entra, le visage illuminé par une nouvelle excitante. « Papa, j'ai entendu dire qu'il y avait des voyages organisés à Paris pour les vacances scolaires, s'exclama-t-il. C'est un voyage de 10 jours, avec des visites à la Tour Eiffel et au Louvre. Mais je ne sais pas si nous avons assez d'argent. Svetlana, entendant cela, se tourna vers Alexandre, qui avait un regard pensif. Elle savait qu'il avait quelques économies, mais pas assez pour un tel voyage. Elle avait elle-même mis de l'argent de côté pour s'acheter des bottes, mais elle se sentait prête à faire un sacrifice. « Ne t'inquiète pas, Ivan. J'ai de l'argent pour ta visite à Paris. Tu n'as qu'à le rembourser plus tard, si tu le peux. Nous sommes amis, après tout. » Alexandre, surpris par la générosité de Svetlana, ne savait pas quoi dire. Il avait l'impression que chaque jour passé avec elle l'aidait à se reconstruire. La vie lui avait fermé une porte, mais Svetlana était cette petite fenêtre qui s'ouvrait sur un avenir plein d'espoir. Les jours passèrent, et la neige continua de tomber. Svetlana se rendit compte que ses vieilles bottes avaient rendu l'âme, laissant des traces humides sur le sol de son appartement. Elle ne pouvait plus ignorer le fait qu'elle devait parler à son mari, Serge, de son amour pour Alexandre. Mais où irait-elle? Elle se sentait piégée, tiraillée entre son devoir et ses sentiments. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, elle aborda le sujet avec Serge. « J'ai besoin d'argent pour acheter de nouvelles bottes, dit-elle, espérant que cela ne déclencherait pas une dispute. Serge, agacé, rétorqua. Encore des caprices? Je pars en voyage d'affaires demain et je ne veux pas entendre parler de tes envies. » Svetlana se sentit dévastée. Elle savait que leur mariage était en train de s'effondrer, mais elle ne pouvait pas continuer à vivre dans cette situation. Elle se leva de table, le cœur lourd, et se dirigea vers l'hôpital. Elle devait voir Alexandre, lui parler, et peut-être lui avouer ce qu'elle ressentait. Le lendemain, alors qu'Alexandre se préparait à sortir de l'hôpital, Svetlana était là, impatiente. Elle avait pris soin de lui apporter ses affaires et de l'aider à se lever. « Prêt à rentrer chez toi ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Oui, mais je ne suis pas sûre de pouvoir tout gérer tout seul, » répondit-il, un peu inquiet. « Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, » assura-t-elle. Ils prirent un taxi, et Svetlana s'assit à l'arrière, son cœur battant la chamade. Elle avait pris une décision. Elle devait être honnête avec Alexandre. Dans le taxi, Ivan parlait de son voyage à Paris, tandis que Svetlana réfléchissait à la manière d'aborder le sujet de son mariage avec Serge. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans le mensonge. À leur arrivée, Svetlana se sentit submergée par l'émotion. La maison d'Alexandre était petite mais chaleureuse, et elle se sentait chez elle. Elle avait l'impression que sa vraie vie commençait ici, avec lui et Ivan. Les jours passèrent, et Svetlana commença à envisager un avenir sans Serge. Elle avait déposé une demande de divorce, mais elle ne savait pas comment l'annoncer à Alexandre. Elle se sentait à la fois excitée et terrifiée par ce nouveau chapitre de sa vie. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas, elle prit son courage à deux mains. « Alexandre, il faut que je te parle de quelque chose d'important, » commença-t-elle, le cœur battant. « Je suis en train de divorcer de Serge. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. » Alexandre la regarda, surpris. « Svetlana, tu es sûre de ce que tu fais? »« Oui, je suis prête à tout pour être avec toi, » répondit-elle, déterminée. Il lui prit la main, et dans ce geste, elle sentit une chaleur réconfortante.
Je veux que tu sois heureuse, et si cela signifie que tu dois partir, alors je respecterai ta décision. Svetlana se sentit soulagée. Elle avait enfin pris la décision qui changerait sa vie. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était prête à l'affronter, main dans la main avec Alexandre. La neige continuait de tomber à Lyon, mais pour Svetlana, chaque flocon était un symbole de renouveau, de liberté et d'amour. Elle avait trouvé sa voie, et elle était prête à avancer, peu importe les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux